Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'une personnalité tombée dans l'oubli. À la voix d'or, divine, scandaleuse, les surnoms se sont multipliés pour la belle Sarah Bernhardt, star mondiale du théâtre, qui était aussi une femme engagée et une sculptrice de génie. Autant de visages redécouverts au moment du centenaire de sa mort. Vous voulez en savoir plus sur Sarah Bernhardt? Venez avec moi. Quand même, c'est sa devise, choisie à l'âge de 9 ans, qui marque l'engagement de Sarah Bernhardt dans la vie, dans le théâtre, dans ses amours, dans son mysticisme, dans ses foucades, mais aussi dans ses excentricités, dans ses audaces, dans ses transgressions, dans la sculpture également, dans l'écriture et dans la peinture, dans la politique aussi, et dans le cinéma dès son apparition. On ne compte plus le nombre de rôles qu'elle a interprétés, on ne compte plus non plus le nombre de ses amants. Sarah Bernhardt, c'est la convergence de la vie et du trépas, de la vitalité et de la morbidité, d'une vie intense et exubérante, où elle ne cesse de jouer la mort sur les planches, ce qui est une façon de la défier. La tragédienne excelle dans le jeu de l'agonie, elle meurt à chaque représentation, et le beau monde est ébloui par sa capacité à mimer le dernier soupir avec une justesse terrible. Le tout premier engagement de Sarah Bernhardt, après avoir renoncé à celui de la religion qui l'aurait conduite à se cloîtrer dans un Carmel, c'est son engagement au service d'elle-même, de son indépendance et de sa liberté. Mais cet engagement a un prix. Il faut coucher pour réussir et pour briller. Très borderline dans les années 1860, Sarah Bernhardt est recensée dans le registre BB1 de la préfecture de police de Paris parmi les 136 femmes galantes qui opèrent sur les planches. Elle est donc fichée à une époque où les danseuses étoiles sont des prostituées, les petits rats de l'opéra, des recrues de riches protecteurs de ballets roses, les buveuses d'absinthe, des racoleuses, les dames du monde, du demi-mondaine, les actrices, les cantatrices et les dompteuses de Grand Horizontal. À l'époque des frères Goncourt, les théâtres sont des bordels, leurs directeurs des souteneurs, à commencer par celui de la Comédie Française. Il vaut mieux ne pas évoquer le prix pharaonique des passes de Sarah Bernhardt au cœur des années 1860. L'autre engagement de Sarah Bernhardt, c'est la scène. Elle y a exercé tous les métiers, doublure, faire-valoir, vedette, metteur en scène, auteur, créatrice, directrice de théâtre ou de compagnie théâtrale. Mais ses engagements les plus courageux sont ses démarches humanitaires et patriotiques. Tout comme ses bonnes œuvres pour les pauvres, révélatrices d'un courage et d'une générosité qui lui valut la Légion d'honneur, en particulier pendant la guerre de 1870 et de 1914-1918. Et aussi ses prises de position politique en faveur de Dreyfus et de Louise Michel. Elle était aussi contre la peine de mort. Pendant le siège de Paris, Sarah Bernhardt modifie le théâtre de l'Odéon pour en faire un hôpital militaire, où elle y soigne le futur maréchal Foch. Les dons se multiplient, elle passe son brevet de secouriste et apprend à serrer les médicaments, nettoyer et panser les plaies, déployant une énergie féroce au service des blessés. Elle confie sa voiture et ses poneys aux frères des écoles chrétiennes qui ramassent les soldats amochés sur le champ de bataille. Elle effectue de nombreuses sorties sur le front et accueille dans son ambulance jusqu'à 50 blessés. Elle affronte le bombardement de la capitale et dans la nuit du 8 au 9 février 1870, alors que le quartier situé entre Saint-Sulpice et Luxembourg reçoit un obus toutes les 2 minutes et qu'une bombe éventre la toiture de l'Odéon. Elle fait évacuer les blessés et les convalescents en dehors du théâtre. Sarah Bernhardt endure la période trouble de la Commune. Et quoique républicaine, sympathise avec Louise Michel, elle la réconforte par voie épistolaire durant sa déportation. Jusqu'à sa mort, elle est l'amie de Gambetta et son amante épisodique. Pendant la Grande Guerre, Sarah Bernhardt, malgré l'amputation de sa jambe droite en 1915, effectue des tournées aux États-Unis afin d'inciter le pays continent à entrer en guerre. Elle n'hésite pas à se produire sur le front pour soutenir le moral des troupes. Alors que la Comédie Française la démotive en lui donnant trop de second rôle, Sarah Bernhardt s'initie à la sculpture pour se divertir. Ému par sa virtuosité, le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, l'encourage dans cette voie.
Formée à la sculpture par Mathieu Meusnier et par Jules Franceschi, tournée vers le dessin à l'Académie Julian, elle devient brièvement la maîtresse de Gustave Doré. Elle loue un atelier au pied de la butte Montmartre. Sculpter devient une autre matière d'être une représentation. Le tout Paris veut lui servir de modèle. Elle reçoit chaque jour dans son atelier à 17h tapantes Émile Perrin, Georges Clarin, Louise Abéma, William Busnack, Victorien Sardou, Edmond Rostand, Maurice Meyer-Turling, Émile de Girardin posent pour elle. Seul Flaubert s'y refuse. Elle transgresse les codes, s'attaque à une œuvre monumentale. Après La Tempête, qui est exposée au Salon en 1876, remporte une médaille d'argent. Son œuvre paraît trop puissante pour être de la main d'une femme. On la calomnie, on l'accuse d'avoir engagé un nègre. Ses sculptures se succèdent, prisées autant en France qu'à l'étranger. Après La Tempête figure certainement parmi les plus spectaculaires de ses sculptures. On y trouve une virtuosité comparable à celle de Camille Claudel. Émile Zola ne s'y trompe pas lorsqu'il déclare « Voilà que non content de la déclarer maigre ou folle, on voudrait réglementer l'emploi du temps de ses journées. Même dans les prisons, on n'est plus libre. À la vérité, on ne lui dénie pas le droit de peindre ni de sculpter. On déclare simplement qu'elle ne devrait pas exposer ses œuvres. Qu'on fasse une loi de suite pour empêcher le cumul des talents. » En 1880, Sarah Bernard démissionne pour la seconde fois avec éclat et pour de bon du théâtre français, devant lui payer 100 000 francs or en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. Elle décide de créer sa propre compagnie, avec laquelle elle part jouer et faire fortune à l'étranger jusqu'en 1917. Elle ne paiera jamais sa dette à la Comédie Française. Étant vainement à son secours après l'incendie qui a ravagé la salle Richelieu en 1900. En 1881, à l'occasion d'une tournée en Russie, Anton Tchekhov, alors chroniqueur au journal moscovite, le Spectateur, la décrit comme celle qui a visité les deux pôles, qui de sa traîne a balayé de long en large les 5 continents, qui a traversé les océans, qui plus d'une fois s'est élevé jusqu'aux cieux. À partir de 1880, elle enchaîne les tournées triomphantes dans le monde. Sa première aux États-Unis en 1880-1881 est un événement. 256 représentations données dans 50 villes. De nouveau les États-Unis en 1882, avec la Russie et l'Europe, puis l'Amérique du Sud pendant les 13 mois suivants. Une autre tournée mondiale, incluant l'Australie, entre 1891 et 1893, et les États-Unis presque chaque année entre 1911 et 1917. En Amérique, dès 1880, et bien qu'elle ne parle pas anglais, sa gestuelle et sa voix lui permettent de se faire comprendre du public. Ses représentations ont beaucoup de succès à New York, mais elle n'est pas reçue dans la haute société à cause de son mode de vie sulfureux. Son image ne s'améliore pas lorsqu'elle pose pour des photos sur le dos d'une baleine morte à Boston. Pendant ses tournées, Sarah Bernard fait feu de tout bois. Elle voyage en train privé, en bateau, de l'Amérique à l'Australie, en passant par l'Argentine, des théâtres de fortune en salles grandioses. Aux États-Unis, en 1881, elle affrète un train Pullman pour sa troupe et ses 8 tonnes de malles. Elle voyage avec 250 paires de chaussures, 75 malles d'effets personnels et 45 malles de costumes. Au Pérou, en 1886, tous les billets pour ses représentations se vendent dans l'espace de 48 heures. Son lyrisme et sa diction emphatique enthousiasment tous les publics. Elle dépense largement quand elle a de l'argent et peine à joindre les deux bouts quand elle n'en a pas. Afin de pourvoir à son spectacle, elle rencontre Thomas Edison à New York et enregistre sur cylindre une lecture de Phèdre. Elle devient l'un des très rares artistes français à avoir son étoile sur Hollywood Walk of Fame à Los Angeles. Celle qui prend la direction du théâtre de la Renaissance fondé en 1838 par Victor Hugo et Alexandre Dumas, puis du Théâtre des Nations en 1898, qu'elle renomme de son nom. Celle qui écrit elle-même quelques pièces, celle qui incarne à plus de 50 ans, grâce à son corps svelte et malgré sa féminité, beaucoup de rôles de jeune homme, dans l'Orosiazio d'Alfred Musset, Hamlet de Shakespeare ou L'Aiglon d'Edmond Rostand.
celle qui personnifie le théâtre d'Hugo, de Dumas, de Sardou, de Rostand, celle qui importe en France l'art de la réclame, celle qui influence la mode, les peintres, la littérature, les arts décoratifs, les maîtres de l'affiche, les joailliers, les céramistes, Mucha, Lalique, Gallet, qui inspire Gustave Moreau, Édouard Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti et toute l'école préraphaélite, mais encore les essayistes, écrivains et poètes, Robert de Montesquieu, les frères Goncourt, Oscar Wilde, Jean Lorrain, Joris Karl, Huysmans, Francis James et Marcel Proust, celle qui est aussi bien actrice que militante, femme d'affaires, amoureuse ou mère, demeure bel et bien la lumière de la belle époque. Comme on l'a vu, elle est passée près de 60 ans sur scène, jouant même assise à la suite d'une amputation de la jambe. De renommée internationale, également peintre, écrivaine et sculptrice, la comédienne était rebelle, généreuse et courageuse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.